C'est une fragile table des lois numériques. Bienvenue sur TV5 Monde à Mélanie Millette et merci de passer par les réseaux sociaux de Direct Québec. Mélanie, vous êtes professeure de communication à l'Université de Québec à Montréal et il y a le gouvernement canadien qui a adopté une charte numérique. Mélanie, dites-nous ce qu'elle contient d'important, cette charte numérique. Bonsoir Laurent. Oui, en effet, la charte, ce qu'elle contient, ce sont 10 grands principes, des principes dits universels là, qui vont orienter donc les politiques numériques pour les prochaines années au pays. Globalement, ces 10 principes-là, ce qu'ils viennent faire, c'est agir comme guide, comme un phare, finalement, pour orienter les décisions qui vont être prises. Et puis, on voit carrément 3 objectifs qui émergent en dessous de ça. D'abord, l'idée de vouloir moderniser les réglementations en place, notamment on pense au législatif. Ensuite, soutenir l'innovation technique. On voit clairement qu'il y a des opportunités au niveau économique à ce niveau-là. Puis finalement, rétablir la confiance des gens. On est dans une ère post-Cambridge Analytica et tout. Donc, on essaie de répondre principalement à ces 3 grands besoins-là avec des souhaits, des vœux pieux, en fait, si je peux dire, là, qui vont, j'espère, faire office de guide pour orienter les décisions. Mais bon, nous, ici, on est dans un climat où il va y avoir des élections à l'automne prochain. Et puis, il y a un document qui accompagne cette charte du numérique qui regroupe des suggestions en matière de modification pour la loi sur les renseignements personnels, en fait, et la protection des données. Donc, mais l'application de ces recommandations ou suggestions-là, ça se fera plus probablement après les élections de l'automne, en fait. Mélanie, il y a eu mi-mai à Paris l'appel de Christchurch. C'est suite au double attentat qu'il y a eu dans la ville néo-zélandaise d'un raciste. Et le président Macron a voulu réunir un certain nombre de pays. Justin Trudeau était présent. Je vous propose de l'écouter et on parle après juste de son intervention. La communauté mondiale doit adopter une approche coordonnée pour éliminer le contenu à caractère terroriste et extrémiste qu'on retrouve en ligne. C'est clair que les plateformes ont la responsabilité de veiller à ce que leur technologie ne soit pas utilisée pour répandre les discours haineux ou diffuser des actes de violence. Mais en tant que gouvernement, on doit aussi faire notre part, notamment en appliquant la loi si les entreprises refusent d'agir. C'est donc pourquoi notre gouvernement a intensifié les enquêtes qui visent les groupes haineux et extrémistes. On continue d'introduire des nouvelles mesures pour prévenir l'ingérence étrangère dans notre processus électoral. Mélanie Millette, professeure de communication à l'Université du Québec à Montréal, en direct avec nous. On vient d'entendre Justin Trudeau qui participait donc à l'appel de Christchurch, c'était mi-mai à Paris. Quand on l'entend, on a quand même l'impression que les politiques en général, Justin Trudeau y compris, ils ont un peu de mal à prendre des décisions, ils sont un peu timides. Qu'en pensez-vous ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements ici, puis en Europe et ailleurs dans le monde, ont été assez lents à prendre leur rôle, à assumer leur rôle de régulateur, de législateur par rapport à tout ça. Il y a eu tout un laisser-aller, en fait, du côté du numérique pour différentes raisons. Premièrement, il y a eu une lenteur à reconnaître que ces technologies-là allaient participer à des mutations beaucoup plus profondes que ce à quoi on aurait pu s'attendre de la part de personnes qui ne sont pas des experts de la question. Donc, par exemple, en termes de mutation du monde du travail, du monde de la culture, on pense au financement, aux méthodes de financement de la culture, notamment, ça a beaucoup changé. On pense évidemment à la protection des données personnelles, on pense à tout ce qui est possible au niveau médical. Donc, le numérique a vraiment pénétré toutes les sphères d'activité de la vie, l'économique également, de manière très, très, très fulgurante. Et on s'en est désintéressé ou on a minimisé cela au début par méconnaissance ou par manque de compréhension de ce qui se passait, je pense, au niveau des gouvernements. Donc ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, ce qui s'est également passé, c'est qu'au début, quand on a même pensé à concevoir l'Internet, donc quand l'armée américaine a investi des capitaux pour développer cet Internet, dans le mandat, il y avait l'idée d'un réseau décentralisé de communication, donc qui serait partout et nulle part. L'idée que si on bombardait une ville et qu'une portion
portion du réseau s'écroulait, le reste allait subsister. Donc, cette idée de dématérialisation, de déterritorialisation, pardon, du réseau, elle a un peu nuit à ce que les gouvernements voient qu'ils ont un rôle à jouer. On s'est dit, l'Internet, c'est partout et c'est nulle part, donc c'est pas à nous à légiférer. Ce qui est une totale erreur, parce que vous savez, quand on parle de l'Internet, il faut voir ça avec 3 couches, en fait. La première couche, ce sont les infrastructures, donc c'est vraiment le matériel. On va penser, par exemple, aux fils, aux câbles, à la fibre optique, aux méga-ordinateurs, aux centres de données, hein, les gros data centers qui font rouler, par exemple, Facebook, Google et tout. Donc, tous ces équipements, ce hardware, c'est une première couche. Ensuite, dans l'Internet, il y a une deuxième couche qui est celle du software, donc tous les logiciels. Par exemple, quand on consulte l'Internet via le www, le World Wide Web, bien ça, c'est une application logicielle qui nous permet de voir les contenus qui sont indexés dans le web. Quand on utilise nos courriels, c'est un autre logiciel. Facebook, c'est une autre application logicielle, bon, ainsi de suite. Et la troisième et dernière couche, c'est celle des contenus. C'est là également où il y a de la génération de données, en fait. Il y en a à d'autres niveaux, mais bon, pour faire simple. Donc, quand moi, je fais une publication sur Internet, ça génère des données. Mon texte comme tel, ma photo comme telle génère des données. Mais même quand je navigue et sans commenter, donc de manière invisible, si je peux dire, je laisse quand même des données. Hein? Mon appareil avec lequel je me connecte envoie des signaux, c'est recueilli, ça génère des données. Donc, ce sont les 3 couches auxquelles il faut penser. Et quand on a ça en tête, bien, c'est évident que le gouvernement a une capacité de légiférer. Par exemple, ces infrastructures matérielles, elles sont où? En ce moment, en Occident, force est de constater que l'Internet, il est très fortement américanisé. En fait, c'est un Internet américain. Si on regarde la liste des 10 sites web les plus consultés au monde, ce sont pratiquement tous des sites web américains. On pense principalement aux possessions de ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft qu'on ajoute. Donc Google, on peut plutôt penser à Alphabet, là, qui est la maison mère qui possède plein de filiales. Donc, on est vraiment dans une logique où ce sont des entreprises propriétaires à haute capitalisation boursière qui ont finalement une mainmise sur l'Internet et la circulation des contenus. La plupart de ces entreprises-là ont également développé du hardware, donc du matériel, hein, des téléphones, des tablettes, des choses comme ça. Et on aura bien compris, Mélanie, c'est l'une des grosses difficultés. Sphères à ce niveau-là. Donc, on aura bien compris que c'est l'une des grosses difficultés, d'ailleurs, c'est de pouvoir donner une fiscalité à toutes ces entreprises qui sont, pour l'instant, très américaines. Mélanie Millette, en direct de Montréal, vous êtes professeure de communication à l'Université de Québec à Montréal. Merci beaucoup d'être passée par TV5 Monde et on vous dit à très bientôt, Mélanie. Merci.